Ça y est, on est sur le point de retourner sur la Lune. Après un demi-siècle d'attente, l'humanité se prépare de nouveau à voyager au-delà de notre orbite. Aujourd'hui, on va décortiquer la mission qui va rendre tout ça possible, Artemis 2. Plus d'un demi-siècle. Il faut vraiment prendre un instant pour réaliser ce que ça représente. C'est le temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois qu'on a quitté l'orbite terrestre. C'était avec Apollo 17. Cette attente, elle donne à Artemis 2 un poids historique absolument immense. Alors, comment est-ce qu'on marque le début d'une nouvelle ère après une pause aussi longue ? On commence par un nom. Et dans ce cas précis, c'est un nom qui porte en lui tout l'héritage du passé, mais aussi toutes les promesses de l'avenir. Le choix du nom Artemis, ce n'est pas du tout un hasard. C'est un lien direct très puissant avec l'héritage d'Apollo. Dans la mythologie, Artemis, c'est la sœur jumelle d'Apollon, la déesse de la Lune. C'est une façon assez poétique de dire que ce nouveau chapitre s'appuie sur le précédent tout en traçant sa propre voie. Bon, un nom ambitieux, c'est une chose. Mais qui sont les explorateurs qui vont le porter jusqu'à la Lune et quel est leur objectif exactement ? C'est vraiment ça le cœur de la mission. 4 astronautes, 4 pionniers. Mais ce n'est pas juste le nombre qui est important ici, c'est ce que chacun d'entre eux représente pour le futur de l'exploration spatiale. Et voici l'équipage. On a Reid Wiseman, le commandant. Et à ses côtés, que des pionniers. Victor Glover, le premier homme noir à s'aventurer vers la Lune. Christina Koch, la première femme. Et Jeremy Hansen, le premier Canadien. Quand on compare ça aux équipages entièrement masculins et blancs de l'ère Apollo, on comprend tout de suite que ce n'est pas seulement un voyage vers la Lune. C'est une déclaration sur qui nous sommes en tant qu'explorateurs aujourd'hui. Et là, attention, c'est un point super important, Artemis 2 n'est pas une mission d'alunissage. Il faut vraiment la voir comme une sorte de répétition générale, mais à très haut risque. Le but, c'est de tester en conditions réelles et loin, très loin de la Terre, que le vaisseau Orion peut garder un équipage en vie. En clair, avant de penser à marcher sur la Lune, il faut être absolument certain que le trajet est sûr. Forcément, pour une mission pareille, il faut une technologie qui va bien au-delà de ce qu'on avait à l'époque d'Apollo. Le saut technologique entre les deux époques, ce n'est pas juste un grand pas, c'est carrément un bond géant. D'un côté, on a l'iconique Saturn V. De l'autre, le tout nouveau Space Launch System, le SLS. Alors oui, il est un peu plus petit, mais le SLS est la fusée la plus puissante jamais construite. Sa poussée au décollage, plus de 39 millions de newtons. C'est juste monstrueux. C'est l'équivalent de la puissance de dizaines de milliers de moteurs de voitures qui démarrent en même temps. Et les progrès, on les voit aussi à l'intérieur de la capsule. On passe du module de commande Apollo, qui était quand même assez exigu, à la capsule Orion, qui est bien plus spacieuse. Mais le changement le plus fondamental, c'est la source d'énergie. On laisse tomber les piles à combustible qui avaient une durée de vie limitée pour des panneaux solaires modernes. Et ça change tout. Ça garantit une bien plus grande autonomie et ça ouvre la porte à des missions plus longues, jusqu'à 21 jours. Et puis, il y a cette pièce de technologie centrée sur l'humain qui est absolument essentielle. Ce n'est pas juste une combinaison orange, c'est l'OCSS. Il faut voir ça comme la dernière ligne de défense des astronautes. C'est une véritable capsule de sauvetage personnel, capable de leur servir de support de vie pendant presque une semaine si le pire devait arriver. Ok, l'équipage est prêt, la technologie est là. Alors, concrètement, comment ça va se passer ce voyage de 10 jours ? Suivons le plan de vol étape par étape, depuis le décollage explosif jusqu'à l'amérissage dans le Pacifique. Le voyage commence bien sûr par un lancement surpuissant. Ensuite, l'équipage va passer une journée complète en orbite autour de la Terre pour vérifier que tous les systèmes fonctionnent parfaitement. Une fois tout est validé, c'est l'injection translunaire, la grande poussée qui envoie la capsule vers la Lune. Elle ne se mettra pas en orbite, non, elle va contourner la Lune, utiliser sa gravité comme une sorte de fronde pour se propulser sur une trajectoire de retour vers nous. Et enfin, après 4 jours de voyage retour, c'est l'épreuve du feu, une rentrée atmosphérique spectaculaire avant d'amérir en douceur dans l'océan. Mais voilà, dans l'exploration spatiale, la réalité, c'est que les choses ne se passent jamais exactement comme sur le papier. C'est crucial de parler aussi des défis techniques et forcément des retards que ça entraîne. La mission, qui était prévue plus tôt, a été reportée. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs raisons et elles sont toutes liées à la sécurité. D'abord, après le vol d'essai sans équipage d'Artemis 1, les analyses ont révélé une usure plus importante que prévue du bouclier thermique. Ensuite, un défaut a été trouvé dans un circuit du support de vie, et plus récemment un souci sur le système d'hélium du lanceur. Bref, chaque retard, même si c'est frustrant, c'est une leçon qu'on apprend, et la sécurité de l'équipage, c'est la priorité absolue. Bon, après tout ça, regardons un peu plus loin. Finalement, pourquoi cette mission est-elle si capitale ? Quel est le véritable enjeu derrière tout ça ? Voici pourquoi tout ça est si important. Artemis 2, c'est la mission qui déverrouille tout le reste. C'est elle qui ouvre la porte à Artemis 3, et donc au retour des humains sur la surface de la Lune. Mais c'est aussi la première pierre d'un projet encore plus grand, une présence humaine durable sur la Lune, avec la future station spatiale Gateway. Et au-delà de la Lune, le véritable objectif se profile déjà à l'horizon, Mars.
On termine avec cette question. Sur le papier, Artemis 2 n'est qu'un vol d'essai. Mais en réalité, cette mission, c'est la toute première étape d'une ambition qui pourrait bien définir l'exploration spatiale pour les générations à venir. Alors, est-ce qu'on est en train d'assister au début du voyage le plus important de notre siècle? La question est posée.